Quel commerce pourrait être comparé à celui dont le résultat est d'obtenir des hommes en échange de marchandises? Ces paroles, désinvoltes et cyniques, sont du général du commerce du port de Nantes. Elles expriment bien ce qu'était au XVIIIe siècle le plus fructueux trafic de la cité nantaise, la traite, c'est-à-dire l'achat et la vente des Noirs, hommes et femmes. L'achat sur la côte occidentale d'Afrique, la vente dans les pays du Nouveau Monde. Ce commerce commence sur la côte d'Afrique occidentale, avec l'échange des marchandises contre des Noirs. Il se poursuit par la vente des Noirs comme esclaves aux Antilles ou en Amérique. Il s'achève par le retour en Europe des navires chargés de coton, sucre, tabac. On l'appelle commerce triangulaire. Les grands ports négriers sont Nantes, La Rochelle, Bordeaux pour la France. Et pour l'Angleterre, Liverpool, Bristol, Londres. Mais en fait, tous les ports européens sont plus ou moins ports négriers, tant l'espoir d'un important bénéfice tente les armateurs. Suivons une expédition négrière, par exemple au départ de Nantes. L'armement est un élément important du succès. La traversée va être longue, 2 mois et demi à 4 mois pour atteindre les côtes d'Afrique. Le navire négrier n'est pas un gros navire, 120 à 250 tonneaux. Mais c'est un navire armé, 15 à 20 canons souvent. De quoi se compose la cargaison ou fret de départ? Dans un livre de la fin du XVIIe siècle, Le Parfait négociant, Jacques Savary nous rappelle. Il n'est pas assez de porter dans les navires des vivres pour la nourriture des nègres. Il faut encore porter des marchandises de France pour faire la traite. Ce sont les étoffes qui forment les 2/3 du fret du départ. Au milieu du XVIIIe siècle, plusieurs fabriques nantaises font des toiles peintes, appelées guinées, dont les motifs doivent satisfaire la clientèle africaine. Le navire embarque aussi de la quincaillerie, c'est-à-dire des produits les plus divers groupés en ballots d'échange que l'on appelle un petit paquet. 2 fusils de traite, 6 barils de poudre, 2 barils d'eau-de-vie, une peau de chat, 2 sacs de plomb, 2 plats, 12 couteaux, 12 grelots. Tel est le petit paquet. Il faut aussi embarquer des vivres pour l'équipage et les Noirs. Depuis les quais encombrés, des bateaux plats transportent aux navires négriers au milieu de la rivière cet invraisemblable chargement, celui du navire Télémaque par exemple. 96 poules, 18 dinde, 12 canards, 3 moyens cochons, une truie pleine, 6 moutons, 7 pigeons, 48 barriques de vin pour un bateau qui a 31 hommes à bord, sans compter les vins fins et les eaux-de-vie, les légumes secs, le riz pour les futurs passagers. Plus important que tout, les 300 ou 400 barriques à eau douce, et l'on comprend le grand nombre de barriques qui encombrent les quais. Puis le bateau quitte la Loire et c'est la route vers le pays du bois d'ébène, selon l'expression dont on désigne cette cargaison un peu spéciale. L'escale de Gorée devant l'actuel Dakar est le point de départ de la traite. La France y a une garnison, le navire fait escale en toute liberté. Il complète son ravitaillement en eau, bois, riz, millet. Le capitaine se renseigne sur les lieux de traite les plus favorables. Pendant ces palabres, les charpentiers commencent à aménager le bateau pour la traite. Ils montent les parcs. Il s'agit d'utiliser tout l'espace disponible au-dessus de la ligne de flottaison. Le premier travail, séparer les parcs à hommes et à femmes.
Le principe est le même, gagner de la place. À l'échelle, un homme debout occuperait plus de 2 étages d'hommes entassés. Le premier pont, juste au-dessus de la ligne de flottaison. Aucun espace vide, vous le voyez. Tout le pourtour est occupé par des noirs allongés. Au milieu, 5 rangées de nègres assis. Dans l'entrepont est aménagée une galerie circulaire, où des nègres allongés complètent la cargaison. La hauteur totale est de 1,50 m à 2 m, et cela représente 2 étages d'êtres humains. Les nègres, qui pour le moment sont une marchandise et pas encore des esclaves, sont enchaînés, colliers cadenassés, fers aux bras et aux pieds. C'est sur toute la côte d'Afrique que se pratique la traite, mais certains lieux sont plus réputés que d'autres. Au sud de l'actuel Sénégal, jusqu'au Cap des Palmes, la traite est dangereuse. Des rois indigènes sont puissants, tel ce roi de Koja que nous voyons recevoir l'hommage de ses sujets. Ces rois exigent des Européens des coutumes, c'est-à-dire des taxes, pour leur accorder le droit de traiter. Des intermédiaires, véritables courtiers, s'interposent entre le capitaine du navire et les vendeurs de nègres captifs. Sur la côte d'Ivoire et sur la côte de Kwakwa, la traite est le monopole des Hollandais. Puis la côte d'Or, hérissée de forts, Anglais, Hollandais et Danois. Enfin, la côte des esclaves, avec l'important royaume de Juda ou Ouida, aujourd'hui Dahomey, possède, comme son nom l'indique, de très importants centres de traite où les Français sont cette fois nombreux. Ici, les nègres sont réputés les plus forts, les mouillages pour les bateaux excellents. La traite y est facile, car les Européens disposent de comptoirs, entrepôts où les négriers s'approvisionnent facilement. Au centre, le comptoir français. Dans le fond, la forge où les nègres sont enchaînés. Les magasins, de chaque côté, où sont entreposées les marchandises de traite laissées par les bateaux. Au centre, un jardin potager à l'usage du directeur du comptoir. Celui-ci, véritable prince, revient de la chasse en utilisant le système de portage des souverains locaux. Par la porte fortifiée, il rejoint son logement à l'intérieur de l'enceinte du comptoir. Dans le fond, des villages fortifiés indigènes où sont enfermés les nègres prisonniers des souverains locaux qui seront vendus aux négriers. À droite, le comptoir anglais et son drapeau. Le comptoir hollandais, devant lequel des soldats font l'exercice. Le roi de Juda tire d'importants bénéfices de la traite et de son entente avec les Européens. Il ne contrôle qu'une partie de la côte, et même paie tribut à un prince de l'intérieur, le roi d'Oyo. Mais il organise des razzias d'esclaves. Les rois africains de cette époque n'ont d'ailleurs pas le choix. Ou bien ils vendent des esclaves aux Blancs en les prenant chez leurs voisins, ou bien ils sont vendus eux-mêmes par leurs voisins vainqueurs.
Ce document montre comment les captifs étaient conduits à la côte, attachés par le cou. Au fond du golfe de Guinée, la traite disparaît, en pointillé sur la carte, pour reprendre dans le royaume de l'Oango, actuel Congo-Brazzaville, et plus au sud. Les traitants y vont de plus en plus à partir de 1750, par suite de l'épuisement des centres situés au nord. Après un séjour qui a duré de 3 à 6 mois, le chargement s'achève. Les nègres sont conduits à bord où ils vont être entassés, comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est le moment le plus difficile, celui où les Noirs voient disparaître la côte de leur pays. Souvent des scènes de désespoir se produisent. En 1774, 14 femmes se sont jetées ensemble du haut de la dunette. Les nègres sont enchaînés, mais aussi marqués. L'opération se fait en haute mer, au fer rouge. Le voyage aux îles d'Amérique dure 5 semaines ou 9 mois. Cela dépend des vents, mais aussi des révoltes possibles. Avant d'arriver aux îles, il faut mettre les Noirs en état d'être présentés à des acheteurs. C'est ce que l'on appelle parfumer les nègres, leur donner bonne allure. Cela peut se faire à Cayenne, où un capitaine a loué une propriété avec savane et jardin, et il parfume ses Noirs. C'est-à-dire, il cherche à les rendre gais et gaillards pour la vente, avant de les réembarquer et de les conduire aux différents points de vente. C'est-à-dire aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, Saint-Domingue ou la Louisiane. La vente s'organise. Ici, une affiche, mais en anglais, annonce la vente. Toute garantie est donnée aux acheteurs. On assure que les nègres ont eu la variole. La vente peut se faire à terre. Ou à bord, et dans ce cas, le capitaine organise sur le pont du navire une brillante réception. Dans tous les cas, le nègre captif devient juridiquement un esclave. Le nègre est palpé, marqué encore une fois, entraîné plus ou moins brutalement vers sa nouvelle demeure. Sa vie d'esclave commence. Quant au navire négrier, il embarque les marchandises les plus diverses: indigo, café, sucre, coton, et il rentre en France. Ce profit s'ajoute à celui de la vente des Noirs pour les armateurs européens. Voici nos nègres devenus esclaves. Quelles vont être leurs conditions d'existence? Certains, plus chanceux, deviennent nègres de maison. Mais presque tous se retrouvent dans une habitation, c'est-à-dire une plantation. Une maison de maître, tout proche les cases à nègres, où ils vivent et se multiplient, ce qui est une source de revenus supplémentaires. Surtout les pièces de canne ou les plantations d'indigo, de coton, le tout entouré de savane. Sur le domaine, des ateliers où se travaillent les produits de la plantation. Une belle habitation comprend 200 nègres, mais certaines n'en possèdent qu'une vingtaine. Le travail d'un nègre n'est qu'un exercice salutaire, qui finit au coucher du soleil et qui lui permet d'employer le surplus de son temps à chasser, à pêcher, à cultiver son jardin. Car le nègre doit se nourrir lui-même, s'il veut autre chose que la ration de manioc que lui donne son maître. Ces Noirs, dits nègres de culture, travaillent sur la plantation
ou participe à une première transformation des produits, indigo ou tabac. Ici, le travail du coton. Cueillette, séparation des feuilles, égrainage du coton, un esclave entasse le coton dans un ballot, tandis qu'un autre humecte le ballot pour faciliter cet entassement. Au premier plan, les ballots prêts à partir, qu'un caboteur transportera dans les ports fréquentés par les navires de France. La culture la plus courante est celle de la canne à sucre. D'immenses plantations régulières à perte de vue occupent les basses plaines des îles. Le travail de la canne est le plus pénible. Après la coupe, des esclaves transportent les cannes coupées au moulin. Le geste du gardien est éloquent. Le moulin est mu par des bœufs. Des cylindres broient les cannes afin d'en extraire le jus qui s'écoule dans un bassin. Le jus est ensuite acheminé vers des chaudières. Le sirop est plusieurs fois écumé afin d'être pur. 5 chaudières successives reçoivent le jus de canne de plus en plus raffiné. Puis il est placé dans des formes de terre poreuses et enfin affiné dans un local l'affinerie. Ce sont des pains de sucre, seule présentation connue au XVIIIe siècle. Les écumes sont ensuite distillées dans une vinaigrerie et donnent une eau-de-vie rude, le tafia, ancêtre du rhum. Tous ces travaux sont pénibles. Les documents que vous venez de voir ne le montrent peut-être pas assez. Mais tous les esclaves ne supportaient pas toujours cette existence. Assez souvent, ils prennent la fuite et vivent cachés dans des bois et dans les montagnes. Ce sont les esclaves marrons. Les maîtres ne se résignent pas facilement à la perte de leur cheptel. Aidés de molosses impressionnants, ils organisent la chasse aux nègres fugitifs. L'esclave qui avait goûté à la liberté supportait mal de redevenir esclave. Il préférait souvent la mort, cherchait à s'étouffer avec de la terre, d'où ce masque qu'on le contraignait de porter. Bernardin de Saint-Pierre, dans son roman Paul et Virginie, parle de ces esclaves marrons. Paul et Virginie, perdus dans la forêt, sont portés par des esclaves fugitifs, dont le chef leur déclare « Nous vous avons vu passer ce matin avec une négresse de la rivière Noire. Vous alliez demander la grâce à son maître. En reconnaissance, nous vous porterons chez vous, sur nos épaules. » D'ailleurs, les Noirs ne sont pas laissés à l'entière discrétion de leur maître. Un code, préparé par Colbert et publié depuis 1685, prévoit les obligations des maîtres et surtout les punitions permises en cas de fuite d'un Noir. Fouet, oreilles coupées, chaînes
jarret coupé, voici ce qui attend le fugitif repris. Quant à l'esclave dont Virginie avait obtenu la grâce, quel fut son sort? Il me l'a montré, attaché, avec une chaîne aux pieds et avec un collier de fer à 3 crochets autour du cou. L'Europe du siècle des Lumières n'est pas restée indifférente. Montesquieu déjà écrivait « Les peuples de l'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terre. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes des chrétiens. » Voltaire, dans son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, renchérit. Nous allons acheter ces nègres à la côte de Guinée. Nous leur disons qu'ils sont des hommes comme nous, qu'ils sont rachetés du sang d'un Dieu mort pour eux. Ensuite, on les fait travailler, comme des bêtes de somme. On les nourrit mal. S'ils veulent s'enfuir, on leur coupe une jambe et on leur fait tourner à bras l'arbre des moulins à sucre lorsqu'on leur a donné une jambe de bois. Après cela, nous osons parler de droit des gens. Mais monsieur de Voltaire a néanmoins des actions dans un bateau négrier, le Congo. Mais le mouvement d'idées est lancé, et aux environs de 1786 est créée la Société des Amis des Noirs, à l'origine de ces gravures anti-esclavagistes. On y rencontre Brissot, Sieyès, Condorcet, Lafayette, beaucoup d'autres. En posant un postulat l'égalité des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, la Révolution française a posé par là même le problème de l'esclavage des Noirs. Après le décret du 15 mai 91, la Convention montagnarde, le 4 février 94, se décide à appliquer aux esclaves les principes de liberté que proclame la Révolution. La Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres est aboli dans toutes les colonies. En conséquence, elle décrète que tous les hommes sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. L'enthousiasme a soulevé l'assistance. L'émotion fut trop forte pour la citoyenne Marie Dupré, tombée sans connaissance, car, nous dit le secrétaire de la séance, l'effet de la sensibilité et de la joie qu'elle éprouve était trop fort. Soyez libres et citoyens. Vos chaînes sont brisées. La couleur n'est plus rien. N'es-tu pas mon frère? Et cet équerre à niveau symbolise notre égalité. Mais la réalité est toute différente. Les colons n'appliquent pas ces mesures, sauf à Saint-Domingue où Toussaint Louverture, le Spartacus des Noirs, mène la lutte et assure l'émancipation de ses frères. Bonaparte décide de reconquérir Saint-Domingue. Le général Leclerc y débarque, et après une difficile campagne, vient à bout de Toussaint Louverture, mais pas de Saint-Domingue. Seule colonie où il n'y a plus désormais d'esclaves, car partout ailleurs, l'esclavage sera rétabli. Jusqu'au 8 février 1815, où le Congrès de Vienne abolit la traite des nègres pour toutes les puissances européennes. L'esclavage proprement dit ne disparaîtra à des dates différentes que dans la seconde moitié du XIXe siècle de toutes les terres du Nouveau Monde. L'esclavage a eu avant tout des causes économiques et démographiques. Mais l'homme blanc voulait en plus avoir bonne conscience. De sa supériorité technique et intellectuelle, il concluait très vite et très simplement de sa force à l'infériorité naturelle et définitive du noir. Les allégories
naïve et optimiste de ce début du XIXe siècle, qui implique la fraternité des couleurs et la fraternité des races, ne font pas disparaître pour autant véritablement racisme, intolérance que veut symboliser cette hydre qui n'est peut-être pas encore tout à fait écrasée.